Bonjour tout le monde, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des présentations des nouveautés de ScholarVox Université. C'est la deuxième séance de ce printemps pour ScholarVox Université. La semaine dernière, on avait eu une séance qui était consacrée à l'économie-gestion. Donc cette semaine, c'est autour des sciences humaines et sociales. Donc il y a un programme pas mal chargé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je rediscuterai avec vous autour des sciences. Donc il y aura cette séance qui va être consacrée aux sciences toujours vendredi matin. Euh, Comme d'habitude, hein, la séance est enregistrée, elle sera disponible la semaine prochaine pardon, sur le YouTube de Cyberlibris. Euh, Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme d'habitude, vous allez recevoir tous les participants vont recevoir un petit mail récapitulatif aujourd'hui avec toutes les sélections, tous les points que j'aurai évoqués au cours de la séance du jour. Je peux aussi vous annoncer la date de la prochaine séance consacrée aux sciences humaines qui aura lieu le vendredi 12 juin à 11 heures. Donc pareil, hein, dans le petit mail récap, pardon, vous aurez le lien pour pouvoir vous inscrire à la séance. Il y aura le replay aussi de la séance d'aujourd'hui. Et puis pour les personnes qui suivent sur YouTube le webinaire, vous retrouvez en description de la vidéo tous les liens des sélections et le lien également pour vous inscrire à la séance du 12 juin. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail, hein, j'y répondrai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le catalogue. Et puis, au niveau du plan de la séance d'aujourd'hui, on est sur une séance sur laquelle je vais faire un petit tour d'horizon sur un nouvel éditeur qui est rentré dans notre catalogue. Des mises à jour éditeurs également. Donc là, je parle des éditeurs, donc il y aura de l'histoire, de la psychosocio et des lettres. Et puis après, les sélections thématiques avec multi-éditeurs. Donc on va retrouver de l'art, de la géographie, l'histoire, des lettres, philosophie, psychosociaux et sciences de l'éducation. Donc il va y avoir un programme, comme je vous l'ai dit, très chargé. Alors, on va pouvoir démarrer d'ores et déjà. Comme d'habitude, je vais couper ma caméra et on va pouvoir commencer la séance. Et le nouvel éditeur dont je voulais vous parler, alors il n'y a pas beaucoup de titres pour le moment, seulement 3, mais c'est l'Université Paris-Cité Édition. Peut-être que vous avez eu vent de ça, mais l'Université Paris-Cité vient de lancer ses propres presses en courant de fin 2025 et ont commencé à sortir des titres avec pour objectif de proposer l'édition de travaux scientifiques, mais vu de manière plus sous le angle de la vulgarisation, donc plus tournée vers on va dire le grand public. Donc pour l'instant, il y a 3 titres qui sont parus. Il y en a un quatrième qui est en cours de parution, il me semble. Et c'est principalement 3 titres qu'on va retrouver en tout ce qui concerne la sociologie, donc dans notre collection psychosociaux. Donc, alors là, comme il n'y a pas beaucoup, je vais pouvoir tous vous les citer. Il y a Le cœur du capital, par exemple, sous-titré Ces travailleuses de l'ombre qui font tourner le monde. Lever la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde. Et puis, l'ouvrage qui m'a semblé pour moi le plus intéressant pour l'instant, c'est Première classe, comment la reproduction sociale joue avant 6 ans. Donc, il y a ces 3 titres pour le moment qui sont disponibles. Donc, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez aller les voir, euh, pour aller voir les titres qui sont présents. Euh, Toujours sur les éditeurs, mise à jour éditeur, j'avais fait un petit topo au mois de janvier lors de la précédente séance sur les ouvrages de psychosociaux édités par Duno. Donc, on a reçu pas mal d'autres nouveautés entre-temps, depuis 2 mois. Donc, c'est 13 titres supplémentaires qui ont été mis en ligne. Alors, là, pour le coup, tous édités sur 2026. Lors de la séance de janvier, il y avait des ouvrages encore de 2025 forcément et de début 2026. Là, c'est que du 2026. Donc 13 titres. Parmi les titres, il y a l'approche psychanalytique des troubles psychiques, par exemple, qui est là. Le dictionnaire pratique du travail social. Jeux et médiation thérapeutique aussi, par exemple. Et puis, il y avait Le jour où j'ai choisi ma famille, le combat bouleversant d'une enfant placée. Alors, donc, pour tout ce qui concerne les métiers du social, évidemment, il y aura des choses intéressantes. Et puis, le dernier titre, c'est Psychologie de la communication, qui est là.
Il y a tous les autres ouvrages que vous retrouverez dans la sélection, mais en tout cas, il y a ces titres-là qui ont retenu un peu plus mon attention dans cette sélection de mise à jour en psychosociaux de chez Duno. Autre éditeur, c'est Armand Collin. Alors, là, pour le coup, pour l'histoire, donc c'est 7 titres qui ont été ajoutés récemment. Alors, il y a parmi les titres, alors lui, il vient tout juste d'être mis en ligne, c'est La France d'Ancien Régime, par exemple. La religion grecque également. Et puis, il y a le commentaire de documents en histoire aussi qui est là. Donc ça, je pense que c'est une première édition. Non, ça va être la deuxième édition, je ne dis pas de bêtises. Et puis l'Europe au 19e siècle également. Donc, il y a 7 titres, évidemment, qui ont été ajoutés. Donc, vous les retrouverez dans le lien que je vous enverrai. Et puis, les belles lettres. Alors, là, on est sur les lettres. Donc, il y a du Thomas Mann. Donc, il y a le Buddenbrook de Thomas Mann, une nouvelle traduction qui est là. J'en ai un autre qui est là, c'est Mort à Venise, qui a réédité également les belles lettres. Pas mal de choses aussi dans les collections Les Petits Latins et Les Petits Grecs aux belles lettres. Donc, il y a Eureka, par exemple, Hercule Empereur, et puis La dernière reine de Troie également aussi. Donc ça, c'est des ouvrages, évidemment, qui sont publiés aux belles lettres, qui sont présents, eux, dans le bouquet lettres. Je vais passer aux sélections thématiques maintenant et on va commencer par l'art. Donc, j'ai sélectionné 6 titres parmi nos nouveautés en art et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est la grammaire du cinéma, de l'écriture au montage, les techniques du langage filmé. C'est de Yannick Vallet. C'est publié chez Armand Collin. Donc, Yannick Vallet, il est enseignant et cinéaste. Et l'ouvrage fait un état des lieux sur tout ce qui constitue la grammaire du cinéma, aussi bien les prises de vue, le montage, le cadre, les mouvements de caméra, les raccords, etc. Donc, quels sont les moyens d'expression du réalisateur qui lui permettent de raconter une histoire, créer une ambiance et transmettre des émotions. Donc, le livre expose les techniques, les règles et les principes du langage filmé. Et l'auteur analyse à travers cet ouvrage et décortique plus de 200 extraits de films choisis dans le cinéma à la fois classique, le cinéma de genre et le cinéma contemporain, afin de comprendre justement le langage cinématographique. Alors, toujours sur le cinéma, publié, hop, il est là, il est ici, c'est le petit manuel du dialoguiste, toujours publié chez Armand Collin. Tout ce que vous devez savoir sur les dialogues, c'est de Marc-Olivier Louveau, qui est auteur, réalisateur, scénariste et enseignant autour de la notion de scénario. Donc, c'est un manuel qui va s'adresser avant tout aux scénaristes débutants qui souhaitent apprivoiser l'art du dialogue au cinéma. L'ouvrage fait le lien entre les impératifs à la fois du scénario et l'écriture de dialogue qui puisse être crédible, expressif et porteur de sens. Donc, l'ouvrage consacre un chapitre évidemment aux erreurs liées au dialogue les plus fréquentes et il y a pas mal de petits conseils qui sont donnés dedans pour faire des dialogues les mieux possibles en cinéma. Donc, c'est un bon manuel aussi pour justement pour apprendre à rédiger correctement des dialogues. Alors, sur la partie art, retenez la grammaire du cinéma et le petit manuel du dialoguiste, tous les deux publiés chez Armand Collin. Puis il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, qui sont présents ici. Et j'ai un petit coup de cœur sur le rock australien, qui est très bien. Donc, je vous le recommande également. Géographie. Géographie, pareil, 6 titres. Et l'ouvrage sur lequel je vais m'attarder, alors j'en ai parlé un petit peu de cette collection, cette nouvelle collection la semaine dernière pour la partie économie, sciences politiques, c'est la collection Terre à Terre, qui est un label, je dirais, des éditions de Globe. Et là, c'est un ouvrage de géographie qui s'appelle Au-delà de Dubaï, projeter et produire la ville moderne dans le monde arabe. C'est de Roman Stadinki, qui est maître de conférences en géographie à l'Université de Tours. Il est d'ailleurs directeur du département de géographie de l'Université de Tours. Et l'ouvrage nous permet
de découvrir une ville arabe en pleine mutation, donc le cas de Dubaï. Le texte confronte deux visions de la modernité, l'une autour du libéralisme et l'autre vécue par le quotidien des habitants de Dubaï. Donc, l'auteur explique aussi comment ces villes arabes, avec l'exemple de Dubaï, sont des laboratoires où se rencontrent et s'opposent, où se négocient justement deux modernités. L'auteur nous permet de comprendre les dynamiques urbaines et les identités hybrides qui se forgent au cœur des cités du monde arabe. Alors, autre titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est publié chez Armand Collin. Il y avait beaucoup d'Armand Collin ce mois-ci. C'est le tourisme durable de Anthony Simon, qui est maître de conférence en géographie et tourisme à l'Université de Lyon 2. Donc, l'auteur fait un état des lieux justement sur le tourisme à l'heure actuelle et comment le tourisme justement doit se redéfinir, se repenser pour assurer sa propre pérennité au regard justement des bouleversements climatiques, de la pression anthropique et des profondes mutations sociétales. Donc, l'ouvrage se développe sur trois piliers, autour de trois piliers traitant du développement durable, préservation de l'environnement, équité économique et responsabilité sociale. Voilà un peu ce qu'on va retrouver. Et donc, il y a une diversité d'études de cas qui sont présentes dans cet ouvrage afin de porter une lecture rigoureuse sur le phénomène touristique actuellement. Donc, on est sur un ouvrage qui va s'adresser aux étudiants de géographie, évidemment, et les étudiants en tourisme également. Donc, sur la partie géographie, retenez au-delà de Dubaï et puis le tourisme durable. Puis, il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez évidemment dans le lien que je vous communiquerai. Histoire, pareil, histoire, j'ai fait une petite sélection de 6 titres et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Champvallon dans la collection Époque, il s'appelle Vertige du jeu, la société française et les jeux d'argent. Donc c'est de François Guillet, qui est professeur d'histoire en classe préparatoire au lycée Lacanel de Sceaux. Il a été également professeur, enseignant à l'université de Lille 3, Saint-Quentin-en-Yvelines et Sciences Po Paris. Donc, c'est un ouvrage qui fait un état des lieux depuis plus de 250 ans sur l'histoire des jeux d'argent en France. Donc, l'auteur commence en 1776, qui est la création de la loterie royale, et l'ouvrage s'achève en 1933, qui est la renaissance de la loterie nationale. Donc, l'auteur fait un état des lieux justement sur toutes les formes compris à travers l'histoire, les jeux d'argent. Donc, une histoire des casinos en France, une histoire des loteries également, comment l'État a eu recours à la loterie pour financer ses dépenses dans les années 30. Donc, c'est un ouvrage très intéressant d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue économique, parce que c'est une économie, évidemment, les jeux. Donc, c'est tout ça qui est dépeint dans cet ouvrage et tout l'impact aussi, évidemment, social à travers les différentes époques qui sont décrites par l'auteur. Alors, sur la partie autre titre sur lequel je voulais m'attarder, il est là. Il est publié aux éditions de Rudulm. C'est Itinéraire d'un antifasciste. C'est sous-titré Carlo Rosselli dans le Paris des années 30. L'ouvrage est de Diego Dili Tesso, qui est chargé de cours en histoire à l'Université de Paris-Cergy. Il est aussi spécialiste des courants antifascistes des années 30. Donc, l'auteur revient sur l'exil de Rosselli, justement, en France. Et il dépeint les années où il a expliqué ce qui se passait en Italie depuis la France sur les dérives fascistes et l'implantation des courants fascistes. Et l'ouvrage va jusqu'à son assassinat par la cagoule en 1937. Et évidemment, assassinat commandité par les services spéciaux de Mussolini. Donc, c'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé cet ouvrage vraiment très bien. Donc, ça nous permet de comprendre comment fonctionnaient les courants antifascistes en exil dans les années 30.
Donc, sur la partie histoire, hein, retenez Vertige du jeu chez Champvallon et puis Itinéraire d'un antifasciste publié chez Rudium. Et puis, il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans la sélection que je vous communiquerai. Lettres. Lettres. Chez Ellipse, j'ai Les grands mythes en littérature de Nathalie Dufayet, qui est enseignante, conférencière et chercheuse à l'Université de La Rochelle. Elle travaille sur toutes les questions relatives au monde imaginaire. Donc, c'est une sorte d'abécédaire, hein, cet ouvrage, qui est classé donc, par ordre alphabétique, qui présente les grands mythes de la littérature antique et moderne et propose de suivre les variations au gré des siècles et de leur réécriture, notamment des mythes anciens. Donc, on retrouve les mythes bibliques aussi, l'Apocalypse, la fin du monde, le déluge, tous les mythes grecs, évidemment. Elle prend comme exemple Médée et Jason, Méduse, Oedipe. Donc, comment ces mythes-là ont traversé l'histoire et traversé la littérature également. Voilà ce qui va être présenté dans ce titre, qui est vraiment très bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dedans, je l'ai bouquiné. C'est un très très bon titre, justement, pour les élèves en lettres qui travaillent justement sur les mythes antiques et leur évolution à travers l'histoire. Alors, l'autre titre, c'est encore publié chez Armand Collin, c'est L'explication de textes littéraires à l'oral. C'est de Pierre Liroux, qui est professeur de lettres à l'Université de Montréal. Et cet ouvrage, évidemment, c'est comment présenter au mieux un texte littéraire dans le cadre d'un examen. Comment gérer le temps, comment organiser son analyse littéraire, donc comment formuler une problématique. Donc, ce manuel est plein de stratégies et de conseils pour ne pas être démuni le jour J, le jour de l'examen. Donc, il y a des entraînements dedans avec des corrigés, afin évidemment de s'exercer avec des méthodes, des applications, et puis de très nombreux exemples, évidemment, d'œuvres avec je dirais, des trames qui sont présentées, comment suivre au mieux son explication de texte littéraire à l'oral. Donc, sur lettres, hein, retenez les grands mythes de la littérature et puis l'explication de textes littéraires. Et puis, vous recevrez aussi le lien pour pouvoir consulter les autres ouvrages. Philo maintenant. Alors, philosophie, il y a 2 mois, j'avais fait une présentation de textes qui étaient un peu plus compliqués. Là, c'est des textes plus simples qui vont vraiment s'adresser à des premiers cycles. Donc, la petite sélection est plutôt bien faite. Premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est là, c'est l'avant-dernier de ma liste, c'est L'introduction à la pensée de Nietzsche de Camille Desjardins, qui est professeure de philosophie et d'humanité en lycée. Elle est aussi conférencière et intervenante régulière pour parler de philosophie sur des plateaux de télévision. Donc, c'est un nouveau livre sur Nietzsche qui propose plusieurs parcours de lecture pour compléter ou procéder à toutes les études qui ont pu exister sur l'œuvre de Nietzsche. Donc, évidemment, l'auteur est célèbre, mais je dirais, sa prose est souvent malmenée. Donc là, c'est pour revenir sur l'essence même de sa pensée, ses différentes œuvres, et remettre un petit peu à plat tout ce qui concerne la littérature, enfin l'œuvre de Nietzsche. Autre titre que j'ai retenu, c'est Petite philosophie de l'art, publié chez Erol, sous-titré De Platon à Deleuze. C'est la première édition, hein, pour cet ouvrage. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur ce titre. Il y a tout d'abord Cyril Morana, qui est professeur de philo au lycée Joliot-Curie de Rennes et à l'université de Rennes 2, et Éric Houdin, qui enseigne en Cagne au lycée Michelet de Vanves. Donc, les 2 auteurs font un état des lieux de la notion de beau en philosophie, dans le beau dans l'art. Donc, ils reviennent là-dessus. Qu'est-ce que le beau artistique? Sur quoi se fonde notre jugement esthétique? L'œuvre d'art imite-t-elle la réalité ou doit-elle se réinventer? Donc, il y a 12 grands philosophes qui sont présentés dans cet ouvrage et de leur rapport à l'art. Donc, on va retrouver évidemment Platon, on va retrouver évidemment Aristote également, Diderot, Kant, Nietzsche, Hegel, Bergson, Alain et puis Deleuze.
Donc, je ne vous ai pas cité les 12 philosophes, mais à chaque fois, la représentation de l'art en philosophie parmi 12 grands philosophes. Donc, on est sur un ouvrage vraiment de vulgarisation, voilà, qui peut servir de bonne base justement pour des étudiants qui travaillent sur toutes les questions relatives à la philosophie de l'art. Donc sur la partie philo, hein, retenez Introduction à la pensée de Nietzsche et Petite philosophie de l'art, hein, publié chez Erol. Puis il y a les autres ouvrages, évidemment. Je vous dis, hein, je suis content, j'ai fait une sélection aujourd'hui qui était bien axée pour les premiers cycles. Psychosociaux. Psychosociaux, on va commencer par la sociologie du travail et des professions de Kevin Toffel, qui est enseignant-chercheur à la Haute École du canton de Vaud. Il est aussi chargé de cours à l'Université de Lausanne. Et David Pichonaz, qui est professeur à la Haute École et École supérieure du travail social du Valais, en Suisse. Donc les deux profs viennent de Suisse. Et donc c'est un ouvrage qui parle de la sociologie du travail et sociologie des professions. Donc que fait le travail aux individus et quelles sont les variations de pratiques au sein d'un même métier? En quoi certaines professions sont-elles perçues comme plus légitimes que d'autres? Comment comprendre les trajectoires différenciées des individus au sein d'un espace professionnel? Et que peut encore la sociologie pour penser la complexité des liens entre travail et hors travail? Donc l'ouvrage est basé sur des enquêtes qui ont été menées dans des univers professionnels très différents. Donc ça va du journalisme, de la santé, le social, la sécurité, l'hôtellerie, les professions indépendantes. Et l'ouvrage montre comment les espaces professionnels dépendent du macrocosme social. Alors l'autre titre sur lequel je voulais m'attarder, toujours publié chez Armand Collin, c'est Sociologie des religions, domaine et approche. Il y a deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Olivier Bobineau, qui est enseignant-chercheur et membre du groupe des sociétés des religions et laïcité, qui dépend du CNRS, et Sébastien Tank-Storper, qui est chargé de recherche au CNRS et est membre du Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux. Donc là, on est sur un ouvrage évidemment qui explique la sociologie des religions de nos jours. Donc, comment comprendre le retour du religieux? Religion et modernité ne seraient pas donc incompatibles. Et puis, qu'est-ce qui a changé depuis les temps de la sécularisation et de la laïcité triomphante? Voilà, l'ouvrage va répondre à ces questions-là. C'est la deuxième édition de cet ouvrage qui propose des grilles de lecture et d'interprétation afin de cibler les interactions du social et du religieux. C'est à ce besoin que la sociologie des religions s'est efforcée de répondre dans la diversité de ses approches, etc. Donc, comment s'est-elle développée depuis Durkheim et Weber? Quels sont les grands représentants actuels, ces débats, ces acquis? Voilà ce qu'on va retrouver un petit peu. Puis évidemment, le phénomène religieux dans nos sociétés contemporaines, voilà ce qui va être présenté dans cet ouvrage. Donc, retenez sociologie du travail et des professions et sociologie des religions, tous les deux publiés chez Armand Collin. Il y en a un troisième chez Armand Collin, c'est l'Empire des chiffres aussi, qui est très intéressant, qui m'a bien plu. J'ai hésité à faire un petit focus dessus, mais il est très bien aussi, notamment sur toutes les questions des stats, des chiffres en sociologie. Et on va terminer par les sciences de l'éducation. Donc, pareil, petite sélection de 6 titres. Et celui sur lequel je vais m'attarder, il est là. C'est Une vie à enseigner la pensée. C'est un ouvrage de Matthew Lipman, qui était philosophe, pédagogue et chercheur en éducation. C'est un Américain. Il est décédé en 2010, pardon. Et c'est le père fondateur de la notion pour enseigner la philosophie aux enfants. Donc, il a travaillé toute sa vie là-dessus, sur cette notion-là, sur comment pouvoir enseigner des concepts philosophiques à des enfants via justement les sciences de l'éducation, via la pédagogie.
Donc, c'est une traduction qui est publiée aux presses de l'Université de Laval, pardon, qui est inédite en français sur la biographie de Matthew Lipman. Donc, dans cet ouvrage, on retrouve évidemment son parcours de vie, sa carrière, et comment quels sont les événements qui l'ont amené à travailler justement sur ce concept de transmettre la philosophie aux enfants en éducation. Donc, c'est évidemment pour des gens qui travaillent en sciences de l'éducation sur la question de comment je pourrais enseigner la philosophie à des enfants, ça peut être intéressant. Et puis, j'aurais pu aussi présenter aussi cet ouvrage, évidemment, en philo, pour les questions relatives aux sciences de l'éducation en philosophie. Dernier titre sur lequel je voulais m'attarder, il est là. Hop, c'est accompagner l'enseignement de l'EPS à l'école primaire. C'est publié chez Géresso, c'est de Jean-Roland Onodite-Bio, qui est formateur d'enseignants du premier degré. Et l'ouvrage, évidemment, c'est un petit guide qui fait un état des lieux sur plein de trucs et astuces, comment enseigner justement le sport auprès d'enfants de niveau primaire. Donc, il y a plein d'exemples dedans. Donc, il y a des réflexions, comment accompagner durablement les élèves dans leur développement de leurs compétences motrices et de leur engagement dans les cours de sport, dans l'EPS. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont intéresser, j'imagine, des futurs enseignants. Comment je peux accompagner les élèves pour leur présenter le sport au niveau primaire. Alors, sur la partie, on va dire, sciences de l'éducation, retenez accompagner l'enseignement de l'EPS à l'école primaire chez Géresso et une vie enseignée la pensée aux presses universitaires de Laval. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, il y avait pas mal de petites choses. J'espère que c'était intéressant. Vous avez pu repérer des ouvrages intéressants pour les étudiants. Je vous communiquerai le récapitulatif avec tous les liens par email dans la journée. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas sur le catalogue de revenir vers moi par retour de mail. J'y répondrai, comme je vous l'ai dit, avec plaisir. Pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens. Et puis, on se retrouve le 12 juin pour la prochaine séance consacrée aux sciences humaines et sociales, le vendredi 12 juin. Le lien sera indiqué sur YouTube et dans le mail, évidemment, récap. Merci à vous, puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.